comme le rappelle le titre de notre table ronde, c'est quoi les objectifs essentiels poursuivis ou à poursuivre? Et on commence avec donc Eddy pour la politique mise en œuvre plan action jeunesse. Donc je vais passer les slides au fur et à mesure. Ok, ça marche. Le protocole, bonjour, Monsieur le Président du département, Mesdames les vice-présidentes de Vichy Communauté, du département aussi, Mesdames, Messieurs les élus présents, les acteurs, tous les acteurs en tout cas. Permettez-moi aussi de féliciter la présence de la délégation guadeloupéenne avec Priscilla Sylvestre et aussi la commune de Sainte-Anne en Guadeloupe, représentée par son sa deuxième adjointe, Madame Charal, et son directeur de l'animation, Monsieur Sirenton. Ils sont juste là. Donc, c'est pour vous montrer comment nous sommes très sensibles à ces questions. Et j'étais un peu déçu d'entendre la nouvelle par le président, mais enfin, c'est un encouragement à poursuivre parce que ça ne va pas nous empêcher de commencer de poursuivre justement cette action qu'on a vers la jeunesse parce que, bien sûr, en tant qu'élu, je comprends bien sûr aujourd'hui qu'il faut bien, il y a des coupes budgétaires qui se font et il y a des décisions à prendre, mais la jeunesse peut être rassuré qu'on va toujours rester là et on va mettre en place tout azimut des actions pour elle. Donc, merci pour ça. Donc, tout d'abord, je tiens à exprimer au nom du président Harry Chalus, président de la région Guadeloupe, nos félicitations pour la tenue de chaque année de ce séminaire jeunesse. Ce séminaire jeunesse qui se passe à Vichy, très belle commune, Vichy, très belle ville, et aussi Un peu en travaux. un peu de travaux, Un mais peu en c'est pour travaux. mieux s'améliorer, pour mieux rebondir. C'est ça. Depuis l'année dernière, nous étions passés, nous avons vu les travaux, on a vu les changements. Donc ici, je vous signale aussi que vous le savez, mais que c'est la première ville française à être patrimoine mondial de Mondial l'UNESCO de comme l'UNESCO. ville thermale. Donc on est bien à Vichy. Donc la jeunesse de Vichy va bien se sentir ici. Donc ce séminaire, justement, c'est un échange de concertation, voire d'incubateur qui permet à chaque participant de s'enrichir, de partager ces expériences dans l'objectif chacun de favoriser le mieux entre nos jeunesses. On a bien vu tout à l'heure qu'il y avait plusieurs types de jeunesse, mais en tout cas l'objectif commun, c'est justement aider ces jeunesses. Ensuite, plus singulièrement, c'est avec beaucoup de plaisir que la région Guadeloupe accueille l'invitation du Nudge Pro. Et je peux faire un petit écart pour dire que Nudge Pro, aujourd'hui, si je suis là, j'avais dit l'année dernière, si je suis là en tant qu'élu, mais en 2009, j'avais été accueilli au Nudge Pro. Je venais de prendre un poste à la mairie où je travaille actuellement. Et j'étais comme un jeune agent et j'étais venu à Nudge Pro parce que j'avais trouvé ça très intéressant. Et regarde, des années après, je retourne comme élu. Et il me semble, quand j'avais été accueilli en 2009, que le président du conseil départemental, je ne m'en souviens pas, mais que c'était lui qui était le président de la jeunesse du département et je l'avais trouvé brillant. Et c'est pas pour ça il est président maintenant. Donc j'avais bien vu en lui. C'est Détection de talent. c'est son talent. Donc voilà. Donc nous remercions particulièrement l'organisation, je disais, pour mettre à l'honneur le territoire autour du public au cœur de l'action régionale. Et bien sûr, cette action régionale, c'est autour de la jeunesse. Et merci à toi, Sébastien, parce que tu nous as bien coachés pour être ici. Tu as bien compris l'enjeu que nous avions en Guadeloupe depuis l'année dernière à présenter justement ce que nous faisions en Guadeloupe et qui peut aussi donner des idées. C'est une Nous n'avons inspiration. pas tout inventé, mais nous avons des choses que nous faisons différemment. En tout cas, le président Henri Chalus, depuis 2015, il est venu avec des idées, une façon de faire, une méthode et qu'il essaie de déployer pour que cette jeunesse arrive à s'en sortir. Donc, nous allons descendre, s'il vous plaît, les slides. Donc, on en a cinq. Vous m'avez dit qu'il ne fallait pas être trop C'est ça, j'avais dit exhaustif. 5 maxi, il en a fait 5. Donc, pour la première thématique, c'est la première slide, il est intéressant pour nous de présenter un peu parce que je crois que tout le monde ne connaît pas la Guadeloupe. Donc, quelques chiffres sur la Guadeloupe pour mieux comprendre ses spécificités locales. La Guadeloupe est un archipel composé de communément ce qu'on appelle des îles. Donc, on nous dit Guadeloupe continentale parce qu'on a la Guadeloupe, ce que vous voyez ici, la Guadeloupe, le papillon, et à côté, vous avez des îles du Sud. OK? Donc, on en a six au total. La Guadeloupe, c'est six îles. OK? La Désirade, les Saintes et les deux îles, Marie-Galante et les deux îles de Guadeloupe. 32 communes, avec une représentée aujourd'hui, je l'ai dit, c'est Sainte-Anne. C'est une commune balnéaire, c'est une belle connue, il y a de belles plages. Très Et beau. qui a une action sur la jeunesse importante. Pas que la plage, hein, mais aussi l'action de la jeunesse qu'on doit souligner. Sainte-Anne. Et, euh, et le nombre d'habitants au kilomètre carré plus important de la zone en bleu. C'est la zone centre là,
c'est où se concentre le nombre d'habitants. C'est une zone un peu urbaine. Et voilà. La Guadeloupe, à l'instar des autres régions, départements français, connaît une problématique de déclin démographique. En 2030, on sera le plus vieux département de France. Donc, on a intérêt aujourd'hui à travailler pour que notre jeunesse, justement, puisse tenir ce challenge et justement aider ces personnes qui seront bientôt nos grands. Et pour finir, pour montrer, malgré les premières évolutions positives depuis le Covid, selon les dernières statistiques, euh, la France, de France Travail, un jeune sur trois est à la recherche d'un emploi. Mm. Donc, vous avez vu, la Guadeloupe, c'est 1 628 mètres kilomètres carrés avec 378 000 habitants environ. Donc, c'est un petit département, mais qui a des problématiques qui sont assez importantes. Euh, Quoi d'autre comme chiffre que vous les voyez comme moi? 147 000 jeunes de moins de 30 ans, soit 39% de la population, un chiffre en baisse, compte tenu du vieillissement de la population dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, en fait, c'est ça. Et on a un pourcentage de NEET assez important en Guadeloupe et qui nous permet de nous multiplier pour qu'on puisse mettre en place justement des actions envers ces jeunesses pour éviter qu'on ait ça. Sur la deuxième salle, bien sûr, la jeunesse au cœur de l'action régionale. Et c'est là qu'on parle de l'idée de Chalus, du président Chalus pour l'accompagnement jeune se fait dans la jeunesse, une priorité de politique dans sa mandature. Et il a mis un dispositif innovant, c'est le plan Action Jeunesse. Le plan Action Jeunesse qu'on va voir tout à l'heure plus dans le détail. Et depuis 2019, chaque année, le président, il fait ressortir un nouveau mécanisme, une nouvelle façon de faire. Et depuis 2019, on a lancé le plan Action Jeunesse à 2023, où on a lancé la commission extra-régionale jeunesse, dont je suis le président. Donc, sur la slide suivante, on va entrer plus en détail sur le plan Action Jeunesse, qui a le page est d'être suffisamment souple, en tout cas, et modulable pour s'adapter aux besoins de la jeunesse en constante évolution. Je suppose que la qualité des jeunes qui veulent tout très vite est valable aussi sur l'ensemble du territoire, parce que, bien sûr, je pense que nous, acteurs du terrain, nous élus et les acteurs techniciens, quand on reçoit un jeune, ben, il n'a pas cette patience d'attendre, donc il veut tout de suite. Donc nous devons systématiquement trouver des astuces, des méthodes pour faire patienter cette personne, pour arriver à la capter, ne pas qu'elle parte et aller faire autre chose que quelque chose de légal, entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça. Aussi, aujourd'hui, la région Guadeloupe a choisi de s'adapter à la jeunesse afin de répondre à ses besoins exprimés sur le terrain, tout en restant cohérent avec la ligne directrice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons adapté ces politiques par rapport à ce public qu'on a, parce que trop souvent, il y avait des politiques figées et on n'avait pas de marge. Ça ne veut pas dire que nous sortons des clous, nous faisons l'illégalité. Non, on respecte quand même le cadre légal, mais on a une marge de manœuvre pour nous permettre justement d'être plus souple, pour pouvoir accompagner et garder cette motivation. Parce que c'est ça, comme je le disais tout à l'heure, qui est plus important, c'est garder cette motivation. Voilà. Euh, voilà. Nous avons ainsi défini trois objectifs. Rendre l'action publique et les dispositifs mobilisables le plus lisible, informer, orienter et accompagner les jeunes dans leurs projets de vie, valoriser les opportunités et créer des réseaux efficients. Et cinq grands axes que nous allons descendre à la slide 4. Donc, en effet, la volonté affirmée du président de région dès le début 2015 de donner les moyens, en tout cas contribuer à donner les moyens aux directions et aux acteurs institutionnels associatifs économiques d'accompagner les jeunes désireux de s'épanouir professionnellement et personnellement. L'axe 1, identification des différents profils des jeunes. Euh, les jeunes reçus en entretien ont différents souhaits professionnels ou d'orientation. Toutefois, nous remarquons que 60% d'entre eux souhaitent contribuer activement au développement du territoire en créant leur activité, tous secteurs confondus. Donc, beaucoup de jeunes que nous rencontrons, et c'est aussi l'idée du président, c'est peut-être changer le modèle économique où aujourd'hui, ne pas vouloir systématiquement aller chercher un travail ou aller taper dans une institution parce que mais essayer de créer son propre travail, être son propre patron. Donc, le modèle économique, maintenant, c'est la création d'entreprises. Donc, beaucoup de jeunes viennent nous voir avec ces idées. Comme je vous disais tout à l'heure, quand ils viennent avec ces idées, il faut surtout les capter, ne pas les perdre en chemin. Donc, il faut être très réactif. Donc, c'est pour ça que le page, dans son accompagnement, ben, essaie en tout cas, met les moyens de toujours garder cette motivation
pour pouvoir arriver au bout de ces projets. Le deuxième axe, c'est rendre plus lisibles les compétences, les investissements et les dispositifs de la région. Depuis 2023-24, on a inauguré une dizaine de city-stades. City-stades, je ne vais pas dire ce que c'est. Ce sont des structures de proximité, culturelles, sportives, parce on peut tout faire, nichées dans le fin fond des secteurs, en tout cas des secteurs qui sont en manque de structure. Et ça permet justement de travailler sur cette cohésion dans certains quartiers des villes. Et cet équipement de base comprend des combinés foot-basket, fait partie intégrante de la politique de la ville et une action menée par la région Guadeloupe. Le président de région aussi a financé, il faut savoir que ces stades sont financés par le réacteur sur le programme, je crois, jusqu'à 2027. Donc, il y a encore possibilité de toujours, on a d'autres des communes qui sont demandeuses, donc on est toujours sur ce programme et pour mettre en place ces structures de proximité. Promouvoir les talents et l'innovation des domaines agricoles dans le cadre des concours Agreen Startup. En février dernier, c'est d'ailleurs euh, la jeune que vous voyez ici qui a remporté, Mme Nolwenn, qui a remporté le concours Agreen Startup avec une innovation. C'est qu'elle a proposé au jury un fromage de cabri. Ce n'est pas la chèvre, ce n'est pas de brebis, mais ça s'appelle le cabri. Et c'est quelque chose d'innovant en Guadeloupe. On fait du fromage, je vous invite à goûter, c'est très bon d'ailleurs. Donc elle a gagné. Donc c'est justement, c'est pouvoir aider ces jeunes Guadeloupéens justement à sortir des clous, à sortir des choses qu'on voit tous les jours. Et voilà. On a aussi bientôt, pour permettre aux jeunes de ne pas toujours partir pour les études de médecine, le Médecine Vallée qui va s'ouvrir très bientôt, où on aura un campus de médecine de plein exercice en Guadeloupe. Donc, on va regarder un peu ces jeunes. Et quand je dis ça, c'est pas, nous voulons pas que ces jeunes partent, mais on travaille beaucoup aussi sur le retour de ces jeunes. Mm. Et ce retour de ces jeunes, c'est pas quelque chose de facile, mais on a une association, je vais prendre un exemple ici présente à Lévigny, son président, M. Ranton, qui justement travaille sur ces questions du retour au pays. Et je sais que, je sais pas si c'est prévu, mais il pourra nous en dire deux mots parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et c'est un travail formidable en Guadeloupe, entre en Guadeloupe et la France hexagonale qu'il est en train de faire avec son association pour favoriser le retour de nos jeunes en Guadeloupe. Et nous savons, c'est pas comme en Guadeloupe, c'est pas comme la région ici où on peut changer d'une région à une autre pour trouver un travail. Quand il n'y a pas en Guadeloupe, il n'y a pas en Guadeloupe. C'est notre région, on ne peut pas traverser, aller d'une région à une autre parce que voilà. On ne peut Donc pas c'est pas prendre sa facile. voiture. Oui, oui, voilà. Donc voilà. Euh, L'axe 3, qui est sur la slide 5, investir dans les dispositifs d'aide directe et les outils de participation. Donc, c'est là où je parlais de la commission extra-régionale jeunesse, où c'est une commission pour rendre l'action régionale plus lisible. C'est pour rendre les jeunes, justement, acteurs des politiques de jeunesse, leur donner l'opportunité d'être force de proposition. Donc, je suis le président de cette commission et elle est composée de 32 membres. On est resté un peu sur la géographie de la Guadeloupe avec 32 communes, 32 jeunes à peu près, où chaque jeune on vient et on réfléchit sur des problématiques rencontrées dans leur secteur, mais toute la jeunesse guadeloupéenne, et on est force de proposition. Donc, c'est une. Elle est extra, pourquoi on dit extra-régionale? Parce que ben, il n'y a pas d'élu. Le seul élu de cette commission, c'est moi. Il n'y a que des extras de la région, des jeunes. Donc, c'est très intéressant. Et on a de belles remontées des jeunes. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que les jeunes ne sont pas élus. Donc, il faut trouver du temps. Il faut pouvoir les sensibiliser. Mais ce sont des jeunes que je peux encourager et que j'encourage parce qu'ils se donnent à fond et ils ont bien compris que l'intérêt, justement, c'est quand tous les acteurs se regroupent autour de cette thématique jeunesse et le besoin de porter leur contribution. Euh, L'axe 4, apporter l'information sur le terrain au plus près des jeunes, l'aller vers. Très important et c'est assez innovant pour nous, puisque la convention de partenariat avec InfoJeunes, justement, peut justement montrer, créer un parcours sécurisé pour les jeunes Guadeloupéens qui quittent le territoire, qui vont s'installer dans l'Hexagone. Donc, c'est ça qu'on met. Mais nous aussi, dans nos allées vers, nos équipes vont souvent sur le terrain à la rencontre des jeunes. Ben, Sainte-Anne
il y a la commune de Sainte-Anne, donc je peux donner cet exemple où c'est une commune qui nous accueille bien à Sainte-Anne, en tout cas dans notre plan Action Jeunesse, où la mairie de Sainte-Anne, en tout cas les élus de Sainte-Anne, sont disponibles et nous permettent justement de parcourir leur commune. Et parfois, même à leur demande, on vient sur le terrain pour accompagner les jeunes, pour présenter les dispositifs de la région à cette jeunesse et de faire un accompagnement. On a même signé une convention on est en train de finaliser cette convention dans toutes les communes, où cette convention va nous permettre, la commune va nous mettre à disposition un lieu où on pourra accueillir en proximité la jeunesse de leur commune. C'est parce qu'on a bien compris que, sortir trop de chemins, trop de parcours en bus ou en voiture, à vélo ou à moto, on avait des perditions. Donc, on va au plus près des jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on dit aller vers. Il y a aussi on a lancé le mobile tour du plan Action Jeunesse. Les agents régionaux parcourent une ou plusieurs communes, se rendent sur les lieux de rassemblement des jeunes et au sein des associations pour échanger sur les dispositifs. Donc, c'est ici, en fait, ça le parcours mobile comme le aller vers. Pour la suite, les rendez-vous sont proposés, comme je l'ai dit, dans un lieu au plus près de leur domicile. Et en 5, valoriser les parcours de réussite d'identification. Un format innovant pour la région Guadeloupe, l'organisation de soirées, conférences, débats. Donc, c'est très innovant pour nous, puisque le prochain qu'on a, c'est une conférence Guédouin. On en a organisé le mois dernier. Ce sont des conférences sur une thématique où nous faisons, la dernière conférence était sur l'alternance. Donc, Mm. on reçoit les professionnels et il y a justement, comme l'alternance en Guadeloupe a pris un tel essor, où les jeunes ont besoin de comprendre, mais pas que les jeunes, aussi les parents. Pas que les parents aussi, aussi les chefs d'entreprise qui sont pas, ont besoin de comprendre où est-ce qu'il faut mettre les pieds, comment ils vont aider, mais comment on va les aider aussi sur ça. Donc, on a rencontré tout ce monde au cours d'un débat. Et puis, la particularité, c'est qu'on termine toujours nos conférences débats par une partie réseautage qu'on appelle after work, où les cadres vont s'échanger, où les rendez-vous vont se prendre. Donc voilà, globalement, et c'est diffusé sur Instagram. C'est en direct, donc on a beaucoup de personnes qui suivent. Donc voilà, je ne vais pas être plus long, mobilisé, mais je sais que en gros, globalement, je vous ai tracé un peu comment on travaille en Guadeloupe, quelle la mission qu'on a et qui est la vôtre aussi, c'est vraiment trouver l'épanouissement de la jeunesse. Donc merci beaucoup, merci pour écouter à autres, c'est en créole, et ça veut dire merci de votre écoute. Donc merci à tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Eddy Chateaubon. Et si vous souhaitez télécharger la brochure du plan Action Jeunesse, je la laisse encore un petit instant à l'écran. Vous pouvez tout à fait flasher ce QR code. Merci pour ce témoignage autour d'une stratégie assez globale, hein, qui ne pense pas en silo, qui est justement centrée sur le jeune et son épanouissement personnel et professionnel. On articule les deux. C'est pas si souvent. Donc merci beaucoup. Et juste avant d'avoir le retour de Charles-Benoît Hetzig sur une étude Les jeunes de 2050, on va écouter un témoignage de Bernadette Saudemont, qui est présidente du groupe de travail jeunesse au comité de Massif Alpin, et où ils ont mis en place ce qu'on appelle le réflexe jeune. Ça nous a interpellés parce que depuis 2021, au niveau du comité de Massif, ils disent à chaque fois qu'on sort une politique, on va regarder quel est l'impact sur les jeunes. Voilà, ça nous a semblé un réflexe à diffuser, alors on l'écoute. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Commissaire général de Neuchpro, de me donner la parole en ce jour. Je ne peux assister à vos débats puisque aujourd'hui même, dans le Dévoluy, dans mon canton donc et dans les Hautes-Alpes, débutent les journées de l'ANEM, l'Association nationale des élus de la montagne. Et puisque c'est dans mon canton, je ne pouvais m'y soustraire. Je vous prie de m'en excuser. Alors, je représente le département des Hautes-Alpes dans le comité de Massif Alpin et j'en préside le groupe jeunesse. Alors, qu'est-ce que le comité de Massif Alpin? C'est un comité qui regroupe les départements alpins de deux régions, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un comité qui regroupe 77 personnes, donc notamment des élus, des chambres consulaires, des présidents de parcs et un certain nombre d'acteurs de la montagne. Et il s'organise de la façon suivante par des commissions
comme la commission pastoralisme, mobilité, service à la population, etc., et des groupes de travail. Et le groupe de travail jeunesse est un groupe de travail transverse. Ça veut dire qu'il se nourrit de tout ce qui remonte des commissions, et en même temps, il vient nourrir aussi les commissions, puisque notre préoccupation, c'est la jeunesse. Alors nous avons en montagne des territoires qui sont en pleine mutation, de nouvelles manières de vivre, de travailler, de se projeter, d'échanger s'y inventent. Et c'est encore plus vrai d'ailleurs depuis la dernière crise sanitaire. Ces territoires peuvent souffrir d'un manque de diversité économique et puis d'une baisse de démographie. Nous avons d'ailleurs un indice jeunesse qui nous est défavorable puisqu'il est inférieur à la moyenne nationale. Alors évidemment, il est inégal, ça dépend un petit peu des régions, mais d'une manière générale, c'est quand même insuffisant. Alors la jeunesse est donc du coup devenue un enjeu tout à fait important dans le développement futur des territoires alpins. Les jeunes, selon nous, peuvent générer une dynamique nouvelle, permettre, du fait de leur sensibilité, une économie plus durable et plus innovante. Et, quand nous parlons de jeunesse, finalement, de qui parlons-nous? Eh bien, nous parlons de jeunes à peu près entre 17 et 25 ans. Nous avons deux cibles. La première cible, c'est la cible des jeunes qui sont nés au pays, qui sont nés dans les Alpes, qui ont développé un amour inné d'ailleurs de la montagne. Et puis ce sont les jeunes aussi exogènes au pays, aux Alpes, et qui, lors d'expériences vécues dans leur enfance, ont développé cet amour de la montagne et cette envie de venir s'y installer. Alors pour cela, eh bien, nous travaillons sur ces jeunes. Et le groupe jeunesse s'adosse à trois instances majeures qui sont EduCalp, ADRE et CIPRA, sans oublier le commissariat du comité de massif alpin, bien sûr. D'ailleurs, je les remercie pour le travail colossal qu'ils font, puisqu'ils nous remontent des diagnostics, des informations, des préoccupations. En même temps, ils ont le contact avec les jeunes. Et ce groupe jeunesse s'élabore sous forme de réunions périodiques. Alors d'abord des comités de pilotage, et puis aussi des séances plénières où nous ouvrons sur le monde. Alors nous avons adopté, il y a déjà quelques années, une formule qui est notre vade-mecum, qui est le réflexe jeune. Et ce réflexe jeune, nous essayons de le développer. Ça veut dire, réflexe jeune, ça veut dire que chaque fois que nous avons une décision à prendre, un choix à prendre, eh bien, il faut se poser la question, est-ce que la décision que nous allons prendre est favorable aux jeunes ou est-ce qu'elle va les desservir? Et donc, notre travail principal, c'est de faire en sorte que ce réflexe jeune devienne un automatisme. Et pour cela, nous avons élaboré un plan de communication, notamment vers les élus, mais pas que les élus, puisqu'il faut arriver à faire savoir, à faire adopter ce réflexe. Et donc, nous avons ce plan qui nous soutient. Alors, nous avons aussi quand même deux fiertés, deux accomplissements. Le premier, c'est une fiche mesure que nous avons mis dans ce qu'on appelle la CIMA, c'est-à-dire la Convention interrégionale du massif alpin. Alors, cette fiche mesure vise à allouer des fonds pour sensibiliser les jeunes au métier de la montagne, d'une part, et puis d'autre part, pour leur porter à leur connaissance tous les dispositifs qui sont à leur disposition en tant que formation, accompagnement financier, etc., pour leur permettre de mettre en place leur projet de vie professionnelle. Alors, nous avons un autre accomplissement, c'est que nous avons maintenant deux jeunes qui siègent dans notre comité de massif alpin, qui participent donc à la gouvernance. Et donc, petit à petit, nous avançons. Et nous avons besoin quand même de toutes les intelligences collectives qui sont un peu partout en France. Et NeuchPro en fait partie. Alors j'espère que, et je pense, que la concordance des temps malheureuse de cette année ne se reproduira pas. Et de toute façon, nous avons besoin de vos travaux, comme c'est important d'échanger. Et je pense que ce que vous allez faire dans cette journée, que je vous souhaite la meilleure, puisse réjaillir sur nos jeunes et leur dessiner un avenir qu'ils auront choisi. Donc bonne journée à tous. On peut l'applaudir même si elle n'est pas avec nous.
Parce qu'en l'occurrence, ça nous semblait intéressant de porter à votre connaissance ce réflexe jeune activé depuis 2021. C'est vrai que c'est une manière, on en reviendra avec Jonathan Bocquet sur ces différentes approches d'implication des jeunes dans le champ politique notamment. Mais juste avant, on va, avec Charles Benoît Heitzy, qui est donc président fondateur du Rameau, faire un point sur votre dernière étude, Jeunes Territoires 2050. Euh, je le dis tout de suite, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, mais il y en a. Ça dépend comment on les lit. Ça dépend comment on les lit. Je vous laisse la main. Souhaitez-vous que je passe vos slides? Avec plaisir, s'il vous Allez, plaît. c'est parti. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager la première étape du programme Jeunes et Territoires 2050. Peut-être faut-il rappeler la genèse de ce programme. En mars 2022, avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, nous publions les résultats de la première étude internationale sur l'objectif 17 de l'agenda 2030, le faire ensemble, à l'échelle d'un pays décliné sur les 13 régions métropolitaines. Pardon, monsieur le conseiller, nous n'avions pas encore les territoires ultramarins. Nous venons de faire la réunion et j'espère que la Guadeloupe suivra. En tous les cas, nous avions une étude représentative à l'ensemble des 13 régions sur la façon dont nos concitoyens, dont les élus locaux, dont les dirigeants d'entreprise, les dirigeants associatifs, les acteurs de la fondation et les acteurs académiques percevaient la capacité à répondre à nos fragilités collectives en répondant ensemble, en co-construisant des solutions de territoire. Le deuxième élément, quelques semaines après, nous remettions au gouvernement les résultats, avec la JABVA, les résultats de la feuille de route ministérielle qui m'avait été confiée par alors le secrétaire d'État à l'engagement, et nous avions pu mettre en place toute une stratégie de 21 mesures pour accélérer les alliances entre collectivités, associations et entreprises au plus près des territoires, avec notamment une proposition de loi qui en découlait. Et puis en juin, nous avons fondé, après 5 ans de préfiguration, la Fondation des territoires pour faire reconnaître la valeur et l'importance à Paris d'écouter la diversité de nos territoires entre acteurs publics et acteurs économiques. Je ne vous dis pas que ça a été 5 ans de préfiguration qui ont été tout à fait passionnants et il fallait bien quelqu'un comme Jean-Paul Delevoye pour accepter de présider cette fondation. Et nous nous sommes dit, à partir de l'ensemble de ces résultats et de ces avancées, finalement, comment pouvons-nous travailler sur la mise en valeur de la valorisation des pratiques d'engagement de la jeunesse pour agir ensemble en territoire, les démarches qui se construisent avec les jeunes, et je reviendrai dans cette logique-là. Nous avons, comme chaque fois dans nos programmes de recherche empirique, commencé par 18 mois d'écoute, c'est ce que je vais vous restituer aujourd'hui. Nous avons aussi 18 mois pour valoriser la diversité des dynamiques qui existent aujourd'hui sur le territoire, et ce n'est pas un hasard si nous avons restitué à Lyon l'étude en janvier dernier, ce n'est pas un hasard si je suis aujourd'hui là, et ce n'est pas un hasard non plus si les racines de ce projet sont nées à Chambéry. Donc vous voyez combien votre région est tout à fait prolixe en capacité d'avoir mobilisé les jeunes dans ces dynamiques. Et puis nous aurons 24 mois pour prototyper les dynamiques collectives, puisque bien évidemment, comme chacun de nos programmes de recherche empirique, les jeunes sont au cœur, enfin, la cible est au cœur, mais aussi les territoires, les initiatives d'intérêt général, les entreprises, les institutions, les acteurs académiques, puisque notre laboratoire de recherche empirique travaille sur la co-construction du bien commun depuis 2006. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, ce programme naissait dans ses racines dès 2010, puisqu'à l'époque, nous avions lancé une démarche qui s'appelle Agir ensemble en territoire, pour voir comment justement collectivités territoriales, associations, entreprises construisent l'avenir de leur territoire. Alors, si je mets, slide suivant s'il vous plaît, si je mets juste 3 grands temps en perspective, c'est pour vous dire à quel point pour nous c'est très important de faire porter la parole des acteurs directement, les pratiques des acteurs directement. Nous avons lancé donc ce programme en octobre 2022 à l'Assemblée nationale. Nous avons fait un point d'étape
juste un an après, en octobre dernier, sous un colloque Jeunes et Territoires 2050, sous la coprésidence de la ministre de la Jeunesse de l'époque, Prisca Thévenot, et du président du CESE, Thierry Baudet. Et nous avons restitué, et là encore, ce n'est pas un hasard si nous avons choisi un territoire, si nous avons choisi le 24 janvier dernier, les résultats à Lyon au moment du Festival de l'Apprendre, puisque le 24 janvier est la journée mondiale de l'éducation, le fameux ODD 4, celui de l'éducation, dans le cadre de l'agenda 2030. Alors, qu'est-ce que nous dit cette étude? Parce que c'est ça le plus important. Eh bien, elle nous dit 3 choses importantes. Je ne vais pas vous résumer 18 mois de travail en 5 minutes, et je n'ai pas 18 heures, sauf si vous me l'autorisez, pour Non, vous dire Charles toute Benoît. la richesse de ce qu'il y a derrière. D'abord, j'ai oublié de dire un point qui était très important. Nous avons bien évidemment fait une étude représentative à l'ensemble de la jeunesse sur 2 catégories de jeunes, de 18 à 24 et de 25 à 29. Et nous avons fait en sorte de pouvoir remettre ces travaux au gouvernement au moment où la feuille de route de la France auprès de l'ONU allait être mise à l'ONU pour qu'on entende ce que les jeunes ont à nous dire. Et ça, j'insiste lourdement, si on a créé l'Observatoire des partenariats avec la Caisse des dépôts dès 2008, c'est pour qu'on laisse chacun exprimer ce qu'il a à nous dire lui-même. Et donc, cette étude avec ces 2 segments de jeunes est particulièrement intéressante, notamment parce qu'il y a une fracture entre les deux. On pourra y revenir. On avait fait une étude auprès de l'ensemble des citoyens juste l'année précédente, et on voit bien que quelque part, il y a vraiment une rupture entre les 18-24 et les 25-29 qui ressemblent entre guillemets plus à la moyenne nationale de l'ensemble de nos concitoyens. Le premier point qui est très important, si on prend sur les 2 catégories de jeunes, c'est que le jouet collectif est pour eux une évidence pour 70% d'entre eux. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Oui, Non, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont envie. La très bonne nouvelle, c'est qu'ils ont envie. La deuxième bonne nouvelle, et ça casse un peu les images, c'est qu'en moyenne, ils sont plus engagés que leurs aînés, sauf sur la consommation. Mais quand on regarde les chiffres qui ont été faits sur l'ensemble de nos concitoyens, sur leur forme d'engagement et celle des jeunes, sur tous les plans, ils sont plus engagés que leurs aînés, en moyenne, bien évidemment. Après, par classe d'âge, ça demande à être regardé. Mais ça, c'est le deuxième élément très important. Ils sont engagés, il faut qu'on le dise. Et le troisième point qui est très important, c'est finalement qu'est-ce qu'ils posent comme condition pour cet engagement. En fait, c'est assez simple et ça devrait être assez limpide. Malheureusement, ce n'est pas exactement ce qu'on constate, vous et nous, tous les jours. Le premier, c'est agir avec les jeunes. Pas pour les jeunes, avec les jeunes. Et au-delà des mots, d'accord? Bien sûr, personne ne dit je vais faire pour les jeunes, mais avec eux. Et j'insiste lourdement sur qu'est-ce que veut dire avec eux dans ces 2 tranches d'âge. C'est pas avec dans les gouvernances. Ils ont très peu, les gouvernances, c'est des questions de vieux pour eux. Mais avec dans l'action, d'accord? Faire avec, pas décider avec, faire avec. Et leur avenir de leur territoire, c'est l'élément déterminant pour eux. C'est l'élément déterminant pour eux. Pourquoi? Parce que le territoire, c'est l'intérêt général à portée de main. Je sais que je peux agir là-dessus. Et ça, c'est un élément complètement déterminant pour nous. Le deuxième élément, là aussi, de bon sens, équilibrer l'utilité de son engagement et l'épanouissement que ça produit. Ce n'est pas une vision sacrificielle du bien commun ou de l'intérêt général. C'est finalement, je veux me sentir utile parce que cela me construit. Là encore, ça devrait être une évidence pour tous. Vous savez mieux que moi que ce n'est pas forcément toujours comme ça que ça se construit. Et le troisième élément, peut-être encore plus déterminant, c'est de les écouter, justement pour reconnaître cet engagement, pour connaître à nouveau cet engagement. Je me souviens, j'étais à un forum, on intervenait avec Brice Lalonde à un forum en Hauts-de-France sur les objectifs de l'agenda 2030. Et puis, il y avait un jeune qui intervenait. Et puis, justement, le jeune, il nous dit, mais attendez, mais arrêtez avec vos trucs de gouvernance de vieux, quoi.
On n'en avait rien à faire dans vos commissions. Ce qu'on veut, c'est faire avec vous. Ce qu'on veut, c'est essayer avec vous. Ce qu'on veut, c'est expérimenter avec vous. Et pourquoi je parlais tout à l'heure de Chambéry, tout à l'heure, la Fondation Agissance à Chambéry, elle organise tous les 2 Passeurs d'avenir. Tous les ans, elle organise ça et j'ai eu la chance, le privilège d'être grand témoin une année. C'est 100 jeunes qui, pendant une journée, construisent l'avenir de leur ville. Par groupe de 10, c'est à la fois des lycéens, des lycées professionnels et des lycées généraux, et ils sont ensemble, mixés ensemble et réfléchissent ensemble. Je peux vous dire que la journée que j'ai passée à Chambéry en décembre 2021, ce n'était pas des soirées bol de riz qui nous organisaient. C'était des projets extrêmement concrets pour répondre aux enjeux d'intérêt général sur leur territoire. Alors, il y a 2 choses, et j'en finirai là, parce que je ne voudrais pas être trop long. Tout est sur notre site, et j'ai pris des petits flyers que j'ai oubliés à ma place, bien sûr, parce que j'oublie toujours tout. Mais j'ai eu... Non, laissez-moi les chiffres. Tout est sur notre site, bien évidemment. En laboratoire d'intérêt général, tout est public. 2 éléments qui sont très importants. D'abord, il nous rappelle l'urgence d'agir ensemble en territoire. D'accord ? Ensemble en territoire. Collectivités, associations, entreprises, ensemble en territoire. Pas séparément, et puis on fait semblant de réaccoler les pulses. Non. Qu'est-ce qu'on co-construit avec eux? Premier élément. Deuxième élément, je me demande, à la lecture de cette étude, si nous pouvons dire que nous sommes un pays civilisé. Quand on pose la question, quel est, selon vous, l'avenir en 2050? Alors, on peut voir le côté très positif. 48% de nos jeunes de 18 à 29 ans, en moyenne, considèrent que nous allons vers du mieux. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais 31% de nos jeunes de 18 à 24 ans considèrent que 2050, c'est la fin du monde. Pas d'un monde qu'on aurait su transcender, du monde. Quel pays civilisé peut laisser un tiers de sa jeunesse douter que nous serons capables ensemble de réussir le challenge des transitions? Je pose la question. Merci Charles Benoît. Et après, vous avez tout ce qu'on a fait, interviews, webinaires, tout ça, tout podcast, tout ça. Tout est en ligne et j'ai des petits flyers pour ceux que ça intéresse. C'est super, il faudra les distribuer à la sortie, il faudrait les mettre en position. Mais ça nous semblait important et merci beaucoup Charles Benoît d'avoir ce regard militant mais objectif. C'est-à-dire que vous êtes allé de manière extrêmement organisée, extrêmement rationnelle à la collecte des perceptions avec effectivement ce bilan en demi-teinte, mais pas tellement de demi-teinte pour la coordination de l'action locale. Voilà, là le message est relativement clair. Juste rappeler peut-être en 1 minute quelle est la vocation et le projet du rameau. Oui, alors tout simplement, nous sommes un laboratoire de recherche empirique. Donc notre programme de recherche sous statut associatif d'intérêt général et notre programme de recherche est de comprendre comment les organisations publiques et privées peuvent travailler ensemble, agir ensemble, dépasser leurs propres limites quelque part pour inventer ce qu'aucune d'elles ne peut faire seule. Nous avons été créés en 2006 et en fait, ce qui donne une légitimité au rameau, c'est bien évidemment quand les pays du Sud, en 2015, au moment de la signature de l'agenda 2030, exigent des pays du Nord, en une nuit, l'émergence de ce fameux 17e objectif, dont la question est tout simple, comment allons-nous faire ensemble ce qu'aucun de nous ne peut faire seul. Et nous travaillons sur ce sujet-là depuis 2006, comment le fait que collectivités territoriales, associations, entreprises, services de l'État, acteurs académiques inventent des solutions, répondent très concrètement et en proximité territoriale. Je voudrais juste dire, je viens, comme mon nom l'indique, de Champagne. Vous savez, ce que nous savons en Champagne depuis toujours, c'est que quand on plante un cep de pinot noir chez nos amis alsaciens, chez nos amis bourguignons, vous n'en avez pas, ou nous en Champagne, ça produit 3 grands vins, mais pas les mêmes. À quand allons-nous reconnaître que la spécificité territoriale, la capacité de comprendre que la réalité n'est pas la même d'un territoire à l'autre,
est extrêmement structurante, elle est absente de nos pensées. Le deuxième élément, c'est que lorsque nous avons déposé la proposition de loi sur le droit d'alliance d'intérêt général, 7 ans de travail sur ce sujet-là, déposé à l'Assemblée nationale en 2021, nous avons, article 3, proposé que soient inclus dans le Code de l'éducation deux mots qui n'y sont pas. Coopération et intérêt général. Comment se fait-il que dans notre Code de l'éducation, en 2024, il n'y ait toujours pas les notions de coopération et d'intérêt général? Peut-être que là, il y a un vrai chantier à faire ensemble. Jonathan Bocquet, président de la NACEJ. Depuis 30 ans, la NACEJ est-ce que c'est encore le sujet? Merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, avec un réseau de plus de 500 collectivités et donc autant d'élus et de professionnels jeunesse qui existent maintenant depuis plus de 30 ans, la NACEJ a une certaine expérience sur la question de la participation des enfants et des jeunes, à l'aune de laquelle on peut dresser un constat. Là aussi, on peut soit voir le verre à moitié plein, soit voir le verre à moitié vide. De toute évidence, il y a eu beaucoup de progrès sur la question de la reconnaissance de la place des enfants et des jeunes dans la vie publique, dans le débat politique et dans l'élaboration de l'action publique. On leur fait de plus en plus de place et il devient de plus en plus incongru de penser une action qui les concerne sans, à un moment donné, s'adresser à eux et au moins les consulter. On voit une multiplication des dispositifs de participation. D'ailleurs, on n'est plus seulement sur les dispositifs du type conseil d'enfants et conseil de jeunes. On invente de nouveaux espaces de participation qui s'adressent d'ailleurs à tous les profils enfants et jeunes, sur lesquels d'ailleurs l'ambition est de plus en plus forte, à l'image du réflexe jeune, à l'image de la clause d'impact jeunesse, à l'image de conseils miroirs, à l'image aussi de budget autogéré, où les jeunes sont vraiment au cœur de la décision. Et je reviendrai sur l'importance des questions de gouvernance et de la place des jeunes dans ces instances où on décide et pas seulement où on fait. Il va de soi que ce progrès, à la fois quantitatif sur le nombre de collectivités qui s'engagent dans cette voie-là, et de progrès qualitatif sur des modalités d'animation qui sont beaucoup plus inclusives, qui sont beaucoup plus respectueuses de la manière dont les uns et les autres ont de s'engager, de prendre la parole ou non, d'être à l'aise en public ou non. Les modalités de sélection aussi qui ont beaucoup progressé, qui nous permettent de sortir de l'image caricaturale du délégué de classe, fils de l'élu municipal ou fille de l'enseignante ou du chef d'établissement de l'école du coin. On a quand même vraiment battu en brèche aujourd'hui ces caricatures et on a vraiment des profils extrêmement divers qui participent à la vie publique. Mais de toute évidence, c'est trop peu. On a une majorité de collectivités qui ne se sont toujours pas engagées dans ces espaces-là et dans cette voie-là. C'est trop superficiel. On a encore le réflexe de la photo avec l'écharpe ou de l'invitation aux jeunes à la commémoration ou d'une consultation un peu rapide, après quoi on ne rend plus aucun compte à ceux qui ont participé, parce qu'il ne s'agit pas de leur dire systématiquement oui, par contre il s'agit de systématiquement leur expliquer la décision et surtout de leur permettre au long cours de suivre l'application de la décision, la mise en œuvre, les effets, l'impact, et ensuite éventuellement une nouvelle réflexion sur l'action publique. De toute évidence, la NACEJ, comme d'autres, on a échoué. On a échoué si on voit le taux de participation des enfants, enfin des jeunes majeurs aux élections.
Si on considère que la participation électorale est un bon indice de la participation des jeunes à la vie de la cité, de toute évidence, on a largement échoué. Il va falloir qu'on comprenne pourquoi. Si on regarde par contre leur engagement dans la vie de la cité sous d'autres formes, de toute évidence, on a réussi. Mais je ne suis pas sûr que ce soit exactement le même espace et de toute évidence, aujourd'hui, ces espaces ne se parlent pas. Il y a des fractures, une fracture entre les générations. La jeune génération ne reconnaît pas les modes d'action et les modes d'action publique de l'ancienne génération. Et il y a une fracture au sein de la jeune génération entre une partie de la jeunesse qui est tout à fait exclue du débat public, soit qu'elle s'en désintéresse, soit qu'on ne lui offre pas d'espace pour s'y impliquer. Et il y a évidemment une jeunesse ultra mobilisée, ultra présente sur tout un tas de sujets. Et il nous importe de comprendre les deux et de réfléchir à comment est-ce qu'on refait le lien avec les deux, parce que même sur la seconde, ultra mobilisée, elle est dans un mécanisme de défiance extrêmement fort à l'égard des acteurs politiques traditionnels, avec des choses qui nous interpellent, hein, la radicalisation croissante dans le fond et dans la forme. Dans le fond, sur ce qui est demandé, après tout, pourquoi pas, on n'a pas à juger de la normativité de leurs engagements. Sur la forme, ça peut évidemment nous interpeller et nous questionner sur pourquoi est-ce qu'ils emploient des formes autres que celles qu'on leur propose, si ce n'est évidemment l'argument qui revient systématiquement, celle de l'efficacité, et qui renvoie à l'image de la vanité du politique, l'image que nous, élus locaux, avons manifestement renvoyée pendant trop longtemps de notre incapacité à changer les choses et à répondre à leurs enjeux. Il est donc urgent de refaire le lien et de toute évidence, la participation des enfants et des jeunes est la mère de toutes les batailles. Si on ne leur laisse pas plus d'espace pour s'exprimer et pour peser sur la décision publique, et je parle bien de décision publique et pas seulement d'action, j'y reviendrai, eh bien évidemment, ils ne pourront pas peser pour défendre leurs droits. Et quand on voit les enjeux extrêmement urgents sur la précarité alimentaire, sur la santé mentale, sur tous les thèmes qui seront abordés sur les autres tables rondes de Noche Pro, on peut se dire que de toute évidence, les politiques jeunesse sont en déshérence et il y a peut-être un lien entre cette déshérence et le fait qu'ils ne s'expriment pas, qu'on ne les entende pas et donc que leur parole n'est pas prise en compte. Évidemment, ils veulent être dans l'action. Ils veulent être dans l'action puisqu'on a fait la démonstration de la vanité de tout le reste. Et s'ils ne veulent pas être dans nos comités de pilotage ou dans nos commissions, c'est peut-être parce que nos comités de pilotage et nos commissions tournent à vide. Parce que je crois que la décision, elle est centrale et ils attendent de décider. C'est confortable pour les élus de dire que les jeunes ne veulent pas décider et qu'ils veulent faire. C'est doublement confortable parce que du coup, les élus gardent la main sur la décision. Et puis en plus, ça coûte moins cher. Et ça coûte d'autant moins cher que du coup, les jeunes deviennent l'armée de réserve de la fonction publique, armée de réserve bénévole qui plus est, parce que vraiment, ils ont très envie de s'engager, donc on va leur offrir des espaces pour ça. Évidemment qu'il faut leur permettre de s'engager, mais ça peut quand même nous questionner sur la place qu'on leur donne dans les notions d'engagement, où ils vont pallier à des insuffisances de l'action publique et des insuffisances du secteur public. Ou du secteur privé d'ailleurs, mais en tout cas, il faut à mon avis prendre au sérieux ce que cela veut dire. Évidemment, il y a des facteurs de fragilité sur la question de la participation des enfants et des jeunes. D'abord, leur situation, c'est un moment où ils se construisent, on l'a dit précédemment, et à un moment où en plus, particulièrement dans leur carrière professionnelle, un surinvestissement est attendu parce que c'est le moment le plus décisif de leur carrière à venir. Donc prendre du temps pour l'engagement, que ce soit associatif ou a fortiori dans une collectivité, c'est autant de sacrifices qu'il est difficile de leur demander. Et là, du coup, il faut qu'on se regarde quand on leur demande de s'engager, quand on exige d'eux de s'engager. Les jeunes sont les seuls à connaître des dispositifs conditionnés à l'engagement. D'ailleurs, le président du conseil départemental nous offre un espace de débat, donc je vais en profiter, c'est un bel espace de débat, Noche Pro. Je pense que l'un des éléments catastrophiques des politiques jeunesse en France, c'est de les inscrire dans des politiques familiales, parce que du coup, on ne prend pas en compte l'individu dans sa spécificité et dans sa capacité à s'affranchir de ses déterminants, et donc on le renvoie effectivement à des lignes de force sociologiques, et ça crée beaucoup d'écueils, et notamment le fait que la tranche 18-25 soit la seule à ne pas bénéficier de dispositifs de solidarité. Si du coup le jeune est dans un espace où il n'est pas en situation de sécurité économique et sociale, on ne voit pas comment il pourrait être dans un espace où il est à l'aise politiquement et où il peut prendre sa place dans la cité.
Les fragilités de portage, elles sont aussi d'ordre institutionnel. On voit la difficulté à identifier l'ensemble des partenaires, des enjeux, des leviers sur les politiques jeunesse, le millefeuille territorial où chaque collectivité à la fois peut faire beaucoup si elle s'en donne les moyens, mais n'est obligée de rien en matière de jeunesse. Et donc, voilà, une feuille blanche qui porte beaucoup sur la volonté des élus locaux. Heureusement, il y a un certain nombre d'élus locaux qui sont extrêmement engagés en la matière. Et voilà, nous, on est très fiers de connaître 500 élus locaux membres du réseau qui sont autant de porte-parole des politiques enfance-jeunesse et plus largement éducation populaire. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que les délégations jeunesse, enfance-jeunesse, sont souvent, ça change un peu récemment ou parfois c'est par période, sont souvent des délégations de seconde zone qu'on refile à la fin aux élus qui restent. Je le dis un peu de manière provocatrice, hein, mais sans doute que moi-même, d'ailleurs, quand j'ai été élu jeunesse en 2014, c'était d'abord parce que j'étais le plus jeune du conseil municipal. Donc, du coup, c'est une bonne raison pour être élu jeunesse. Alors qu'il y a quand même un enjeu à avoir d'abord des appétences pour ça, à avoir des appétences pour la question de l'animation, pour la question de l'insertion, pour la question de l'éducation populaire, et puis évidemment des questions de connaissance de ce milieu, des enjeux, des leviers pour répondre à ces enjeux-là. C'est l'une des fonctions d'ailleurs de l'ANASEJ que d'accompagner ces nouveaux élus sur l'identification des enjeux et des leviers qui leur sont disponibles pour y répondre. Mais c'est l'une des fragilités des politiques enfance-jeunesse en France, des élus qui ne sont pas suffisamment outillés et qui ne sont pas représentés d'ailleurs dans les grands réseaux d'élus nationaux du type AMF, ADF, France Urbaine. Ils commencent à se rendre compte qu'il y avait un trou sur ces politiques publiques et ils commencent à s'en emparer. C'est très bien. Il était temps, encourageons-les, accompagnons-les. L'une des fragilités de portage, c'est aussi le manque de conviction. Tout à l'heure, il y avait une analogie avec les services de santé. Moi, je ne crois pas que les élus locaux soient des médecins. Je ne crois pas que les enfants et les jeunes soient des patients. Je note néanmoins que même maintenant, les médecins associent les patients à l'élaboration du parcours de santé. Et donc, même dans cette analogie-là, je pense qu'il faut véritablement défendre l'idée que oui, il faut systématiquement associer les enfants et les jeunes au diagnostic, et ensuite à la réponse à ce diagnostic. Évidemment, à la fin, c'est une question de moyens. Vous me posez la question sur l'efficacité d'un élu à la jeunesse par rapport à un élu aux finances. Moi, il n'y a pas de doute. J'ai été élu pendant 6 ans adjoint à la jeunesse. Depuis 2020, je suis élu aux finances. J'en ai fait bien plus en quelques années aux finances pour la jeunesse qu'en 6 ans d'élu à la jeunesse. C'est évident qu'on peut se gloser d'un certain nombre de mots-clés, de vocabulaire qui fait très bien. Et je ne sais pas pour critiquer la conclusion de mon camarade qui dit qu'il faut remettre des mots dans comme coopérer, etc., dans les textes. Mais à un moment donné, c'est surtout, il y a combien de zéros sur le chèque? C'est ça qui va faire la différence à un moment donné sur une politique d'insertion, sur une politique d'alimentation, sur une politique d'accès à la culture, sur une politique d'accès au sport, etc., etc. Et force est de constater que les jeunes sont bien moins dotés en budget que les autres générations. Et il y a quelque chose de très pratique pour l'ensemble des élus, pour se cacher de ça, c'est de dire « Ah oui, mais il ne faut pas regarder seulement le budget jeunesse, parce que la jeunesse, c'est une politique transversale, il faut regarder tous les autres budgets. » Faites le travail dans chacune de vos structures et de vos collectivités. Regardez la part dévolue à la jeunesse et à l'enfance sur chacune des politiques publiques, culture, sport, etc. Regardez quelle part ça représente et vous verrez qu'elle est moins dotée. Alors l'idée, c'est pas de faire du jeunisme, hein, c'est pas de passer de la dictature des plus de 60 ans à la dictature des moins de 30. C'est d'en faire aussi, de leur accorder aussi une place et de voir quelle part ils représentent dans la population. Et il y a beaucoup de territoires où ils sont, sinon majoritaires, l'une des strates les plus représentées sur beaucoup de territoires. Et donc, il faudrait que ce soit proportionnel, a priori, dans le budget. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je serais beaucoup trop long. Je vous remercie. Merci Jonathan pour ce témoignage. Alors, j'avais un bout de question qui traîne quand même, des institutions gérées par les jeunes, parce qu'on a compris, si on n'a pas d'élus jeunes, on aura d'autant moins de politiques de jeunesse efficaces et dotées.
Ça ressemblerait à quoi, pour être au contact de la jeune génération, ça ressemblerait à quoi des institutions gérées par les jeunes? Est-ce qu'ils ont plus ce réflexe de coopération naturellement ou est-ce qu'ils héritent encore de vieux réflexes de domination? Alors, je ne sais pas si c'est un effet d'âge ou un effet de génération, mais de toute évidence, ils ont beaucoup moins la logique d'accaparement du pouvoir, beaucoup moins la logique de médiatisation, d'être à tout prix sur la photo. Il y a quand même toujours ces écueils-là. On les retrouve de temps en temps. Il n'y a pas de miracle jeunesse. Il n'y a pas à attendre des jeunes plus de vertus des plus anciens. Oui, Ça d'accord. aussi, je pense qu'il faut arrêter de mythifier la jeunesse et encore une fois de leur mettre du coup des responsabilités que nous n'avons pas su prendre, notamment sur le fait de sauver le monde de la faim et À vous de du jouer, désastre environnemental. c'est ça. Voilà, c'est à vous de prendre le bébé. Non, non. Par contre, leur laisser prendre leur part. Et de toute évidence, ce que cela change, alors oui, ils nous réclament systématiquement d'aller plus vite. Et ça, c'est très bien, parce que de temps en temps, il faut aller plus vite. On a quand même de temps en temps quelques éléments de sclérose, de blocage, des process qui sont un peu compliqués dans les collectivités. Et c'est d'autant plus, là, pour le coup, pertinent de mettre les jeunes en lien dans l'élaboration de l'action publique, parce que ça bouscule et les élus et les services. Comme j'ai un peu tapé sur les élus, je vais taper aussi sur les services. C'est cadeau. C'est cadeau, voilà. Évidemment, de temps en temps, on peut faire un peu plus vite et on peut trouver des solutions et pas toujours le problème qui va faire que ça va pas être possible de faire l'action proposée par les jeunes. Et puis, évidemment, après, il y a la question de la représentation et du fait qu'ils identifient des éléments que nous n'identifions plus parce qu'ils sont en prise avec les mutations économiques, sociales et technologiques qui sont pour nous déjà un peu loin. Et donc, ça transforme véritablement l'action publique de manière très concrète sur tous les champs de l'action publique. Merci, merci beaucoup, Jonathan. Donc, si je retiens par rapport à notre question de départ, les chantiers prioritaires pour un projet de jeunesse, on a entendu l'épanouissement personnel et professionnel. On a entendu la coopération, mais tous les éléments d'écoute et d'association à la définition des stratégies et donner le sens, en fait. On a entendu le pouvoir de décision qui est central. Et puis, on a entendu en filigrane de tout ça l'engagement. L'engagement, je me tourne vers Nathalie Hannet, en l'occurrence, hein, directrice générale d'Unicité. Alors, on a entendu il y a quelque temps des débats un peu idéologiques autour du service universel. Voilà, on réinvente le service national, je ne sais pas bien ce que... Bon, bref. Plus sérieusement, si je puis dire, le service civique, ça, c'est un peu votre spécialité. Là, on a des chiffres, on a du retour. Est-ce que, et puis c'est plutôt positif globalement en termes à la fois de perception, mais non seulement des adultes et puis des jeunes. Est-ce qu'il y a un nouveau modèle qui émerge? Merci de me poser cette question. Je vais y répondre avec plaisir. Et merci de nous avoir donc invités à participer à ce débat. Alors, le service civique, pour ceux ou celles qui ignoreraient encore de quoi il s'agit, c'est les 16-25 ans. C'est 6 à 12 mois de mission et d'engagement d'intérêt général. C'est une indemnité de 612 € par mois qui est largement prise en charge par l'État puisque pour l'organisme qui accueille non lucratif, donc des collectivités, des associations qui accueillent ces jeunes, c'est de l'ordre de 115 € par mois pour les accompagner, plus la formation et le temps que leur tuteur doit prendre pour eux. Le service civique à Unicité, c'est d'abord une vocation. Notre association a 30 ans bientôt. Marie Trélucan, qui est sa fondatrice, en est toujours la présidente. Et son intuition de départ, c'était comment faire pour que notre société soit plus engagée, soit plus citoyenne et accepte davantage la diversité de ce qui la compose. Et sa proposition était avant, donc bien avant que le service civique n'existe, on était en 94-95, c'était de réunir des jeunes sur des chantiers d'intérêt général, d'intérêt collectif, en collectif et dans la diversité. Et donc aujourd'hui, en effet, à Unicité, puisque la façon de promouvoir ce projet a été de le mettre en œuvre, tout simplement, et de faire la preuve par l'exemple qui a été réussi, puisque c'est sur cette base, sur cette proposition et sur les réalisations de l'association que s'est créé le service civique en 2010. Donc aujourd'hui, c'est 150 000 jeunes dans le dispositif du service civique. C'est un dixième porté par Unicité.
une grande partie que nous portons nous-mêmes, que nous accueillons sur des projets pour lesquels on sollicite des partenariats avec les collectivités, avec des entreprises, pour réaliser ces chantiers dans l'environnement, la solidarité auprès des seniors, le sport, la culture, que sais-je. Et c'est, comment dire, la mobilisation au service de cette jeunesse. J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. On était sur l'histoire et les fondamentaux Les d'unicité. fondamentaux d'unicité, on engage des jeunes sur ces projets et j'avais bien un truc en tête sur lequel je voulais vous amener. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est cette diversité, on l'a réussi en ayant des jeunes de tout niveau de formation. Ils ne sont qu'un peu moins que 20% à avoir des bac plus 3, mais c'est 40% de bac et bac plus 2, bac à bac plus 2, et c'est surtout près de 40%, plus de 40% qui n'ont pas le bac. L'infrabac, ouais. Infrabac. On a 20% de mineurs, puisque 16 à 25 ans, jusqu'à 30 pour des jeunes en situation de handicap. Et l'impact de ce service civique est extraordinairement important. On a fait plusieurs mesures d'impact qui ont permis notamment de voir que pour 80% de ces jeunes, il y a un impact positif en acquisition de savoir-faire et de compétences. Alors pourquoi? Parce que le service civique comprend à la fois une formation civique et citoyenne que nous proposons à Unicité de 8 jours, mais aussi parce qu'il y a un accompagnement au projet d'avenir qui est proposé, donc c'est obligatoire dans tous les organismes qui accueillent des jeunes en service civique. Et cet accompagnement au projet d'avenir, lui aussi, comprend 8 jours pour ce qui est de ce que nous proposons à Unicité et permet à ces jeunes d'identifier tout ce que, à travers ce qu'ils ont réalisé dans le cadre du service civique, tout ce qui peut se traduire en compétences, en savoir-faire, en connaissances, qu'ils peuvent mobiliser dans leur recherche d'emploi ou dans le projet étudiant qu'ils pourraient choisir de reprendre à l'issue de ce service civique. Le service civique, c'est aussi un impact sur leur engagement citoyen. On a fait une étude sur l'impact que ça avait sur l'engagement des jeunes, mais aussi sur le vote. Et 91% des jeunes qui ont répondu à cette étude ont dit que désormais, pour eux, c'était important de voter, avec plus 30% pour tous les jeunes qui sont issus de quartiers populaires qui n'ont pas le bac. Donc on a là, véritablement, à travers ce moment de vie, quelque chose qui transforme l'expérience de vie de ces jeunes et qui leur permet de se construire et de construire leur avenir. Dans les éléments d'impact, alors là, puisqu'on parle de l'impact sur les jeunes encore, il y a une augmentation de la confiance en eux, de leur capacité à s'exprimer en public. Et alors là, je voudrais citer l'exemple d'Emma. Je demandais à Mathieu Nassablière, qui est avec moi et qui représente Unicité dans la région, quelques parcours de jeunes qui viennent de Vichy. Et il me parlait d'Emma, 16 ans. Elle est arrivée dans une situation de vie extrêmement compliquée, sans doute en rupture avec sa famille. Elle a fait un service civique auprès des personnes âgées. Et grâce à ça, d'abord, elle s'est posée, elle s'est reconstruite, elle a consolidé un cadre sécurisant et puis elle a appris des choses. Et à l'issue de quoi, elle a pu trouver un travail parce que cette expérience, l'air de rien, lui avait permis d'acquérir des compétences et quelque chose qu'elle a valorisé comme une expérience. Elle a trouvé un logement et elle a repris ses études. Donc, une jeune femme de 16 ans, entrée en service civique à 16 ans, a pu complètement rebondir grâce à cette mission de service civique. Et donc, pour revenir à des sujets que vous avez évoqués tous les deux, le service civique, ce n'est pas pour pallier aux déficiences des politiques publiques. C'est bien pour faire un plus. C'est bien pour apporter d'autres choses et d'ailleurs, il est bien conçu comme ne devant pas remplacer les missions de service public, ne doivent clairement pas remplacer des postes de travail, quelle que soit la façon dont on l'organise. Le service civique, c'est vraiment une ambition citoyenne. Et notre projet, notre proposition, et celle que porte Marie Trélucan et cette association depuis 30 ans, c'est de dire il ne faut pas s'en arrêter au service civique. Il faudrait qu'on l'appelle service national universel ou autre, qu'on généralise en fait cette expérience de vie. Que ce ne soit pas 150 000 jeunes qui aient cette expérience et qui puissent grandir, mais 700 000, une classe d'âge. Et qu'entre 16 et 25 ans, 18 et 25 ans, 16 et 25 ans, c'est mieux parce qu'il y a tous les décrocheurs qui pourraient s'y engager. Chacun
d'entre nous jadis et d'entre eux demain puissent vivre cette expérience et donner 9 mois à son pays au service de personnes, de collectivités, de projets d'intérêt général, de causes. Donc on a des ambassadeurs de la transition écologique, par exemple. Cette ambition-là, elle permet à la fois de générer de la participation, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est aussi transformant parce que je me rends compte que je suis utile à la société. Ah, mais alors donc j'ai une place dans cette société. Mais alors je peux agir. Donc je gagne de la confiance en moi que je remobilise. On avait l'exemple d'Emma tout à l'heure, au profit de mon projet, de ma vie. Mais on a aussi mesuré que ça multipliait la capacité et l'envie de s'engager de ces jeunes. Donc s'engager dans des associations, dans des collectivités, dans des projets d'intérêt général. Cette expérience transformante, c'est aussi grandir. On l'a vu, prendre de la confiance, s'exprimer, acquérir des compétences et une expérience et rebondir professionnellement. Et donc, voilà, notre proposition à Unicité, c'est de généraliser cette expérience pour les 16-25 ans sur des missions d'intérêt général qui durent 6 à 12 mois, idéalement 9, ça peut se caser dans une année universitaire, en collectif, dans la diversité. Car il n'y a rien de tel que de vivre aux côtés de gens qu'on n'aurait jamais côtoyés pour découvrir toutes les façons de vivre, les repères culturels, religieux, familiaux, différents, et apprendre en faisant des choses ensemble que malgré toutes ces différences, on a une humanité commune, un sens commun, développer un sentiment d'appartenance commun à cette société qu'on fabrique chacun par son travail, par son engagement, et donc finalement faire une société qui soit plus apaisée que celle dans laquelle on est, rien de tel que de proposer à toute notre jeunesse d'y prendre part. Voilà notre proposition. Merci beaucoup Nathalie Hannet. Bonjour à tous, Yann Serranton, directeur du pôle animation de la ville de Sainte-Anne en Guadeloupe. Alors, c'est vrai que les politiques jeunesse, c'est vrai qu'on n'a pas commencé par définir ça. Quel était le périmètre? Alors, c'est ma première fois au Neige Pro, peut-être que ça a déjà fait l'objet de discussions par les séances préalables. Mais on s'interroge réellement sur le périmètre de ce que la jeunesse et sur la définition même de la jeunesse avant de commencer à parler de politique publique sur la jeunesse, puisque aujourd'hui, c'est un terme qui est tellement galvaudé dans les politiques qu'on pense même l'identifier comme un temps de vie, puisqu'il n'est pas nécessairement un âge, puisqu'on peut être jeune retraité finalement, puisque je le serai peut-être un jour, qui sait. Mais on est jeune automobiliste, on est jeune dans la vie, et finalement, la jeunesse, on s'y retrouve tous finalement à un moment, et on s'y retrouve par la précarité dans laquelle on va s'y retrouver quand on est jeune. Parce que c'est vrai qu'être jeune quelque part, c'est constituer un moment de précarité, puisqu'on a besoin de cette solidarité, qu'elle soit citoyenne à travers les associations, qu'elle soit institutionnelle à travers les pouvoirs publics. Mais aujourd'hui, comment on entendrait la définition de la jeunesse dans un monde en mutation. Et en fait, ce triptyque, finalement, de quelle action est-on en train de parler, avec quel acteur, finalement, comment il se ressent sur ce sujet, et surtout, le plus déterminant, c'est quelle est l'échelle de son territoire. Et ça, c'est un élément qui est déterminant là-dessus. On l'a très très bien vu dans les études. En fait, il est beaucoup plus déterminant de savoir de quel territoire on est en train de parler que de quelle tranche d'âge on est en train de parler. Et ça, je pense que c'est vraiment cette question de quelle est l'aspiration, sur quoi j'ai envie de m'engager, quel est finalement mon profil objectif, qui je suis, quel âge, mais dans quel espace
finalement, je le vois, et que ce soit mon quartier, que ce soit mon village, que ce soit ma ville, que ce soit mon département, ma région, mon pays ou le monde, parce que c'est l'imaginaire que j'ai. Pour moi, ce triptyque, quelle est l'action d'engagement volontaire, quel est le profil de la personne et quel est le territoire, si on ne mixe pas ces 3 données, on ne peut pas comprendre la diversité des jeunesses. Merci Charles Benoît. Un rebond, Jonathan? Oui, sur la jeunesse, qu'est-ce que c'est comme politique publique? C'est effectivement une question importante que se pose manifestement à chaque fois chaque gouvernement qui change l'inscription de ministère en ministère des politiques jeunesse. Donc c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait résolu encore. Moi, j'ai une formule qui dit la politique jeunesse, c'est une politique qui vise à faire sortir l'individu de l'état de jeunesse. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est une politique d'émancipation. Ce qui rassemble l'ensemble des jeunes, et évidemment, il y a des jeunesses, mais ces jeunesses ont un point commun, c'est qu'elles sont plus prisonnières que n'importe quelle tranche d'âge de l'ensemble des déterminants et des facteurs qui peuvent peser sur un individu. Ils sont plus dépendants de dans quel territoire ils sont, dans quelle famille ils sont nés, dans quelle école ils vont, de leur milieu, leur entourage, etc. Donc ils sont, au fond, plus dépendants, point. Et l'une politique jeunesse vise à les rendre moins dépendants de tout ça, à les affranchir de leurs déterminants pour les ouvrir à d'autres horizons. Et donc, effectivement, derrière, ça renvoie à plein de politiques publiques qui sont des politiques publiques thématiques. Et la difficulté dans le fait que personne ne définisse très clairement au niveau de l'État, mais au sens large, hein, État, collectivité, etc., ce que c'est qu'une politique jeunesse ou ce que sont que des politiques jeunesse, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Chacun fait ce qu'il veut. Les politiques jeunesse, ça peut être plein de choses. Mais du coup, je l'ai déjà redit, je l'ai déjà dit d'ailleurs l'année dernière, il me semble. Du coup, seulement chacun fait ce qu'il peut. Et souvent, c'est pas grand-chose. Il faut définir les politiques jeunesse. Merci beaucoup à tous les 4. On vous remercie sous vos applaudissements.